Alors, on va changer de sujet. Sophie Primas, en tout cas la porte-parole du gouvernement, avait pas l'air d'être bien au courant de cette affaire d'arrestation de l'influenceur algérien. Elle a été interrogée d'ailleurs par notre consoeur de CNews sur le sujet. C'est vrai qu'elle ne semblait pas être au courant. Il y a eu ce premier conseil des ministres pour l'équipe de François Bayrou. Je voudrais vous faire tout d'abord écouter justement la porte-parole du gouvernement à l'issue de cette réunion. Ce gouvernement est né dans la tourmente d'une crise politique majeure et c'est précisément dans ces tempêtes que chacun doit prendre ses responsabilités, sortir des positions inflexibles, des lignes rouges, disent certains, et faire le choix à la fois de l'exigence, mais aussi du dépassement plutôt que de l'obstruction. Nous n'avons pas le luxe de l'immobilisme. Les Français exigent des résultats. Chaque texte, chaque décision portera l'ambition d'unir, de bâtir des majorités responsables et constructives dans l'hémicycle comme dans le pays. Nous n'avons pas le luxe de l'immobilisme, Raphaël Steinville. C'est pourtant ce qui pend un petit peu au nez, malheureusement, ce gouvernement qui risque de ne pas passer l'hiver, comme on dit. Oui, mais en fait, ce qui est terrible, c'est que dans ce gouvernement, mais c'était déjà la même configuration sous Michel Barnier, on a l'impression qu'il faudrait s'interdire tout débat de fond, au motif qu'il faudrait avancer. Avancer vers où ? C'est toujours un petit peu la marque de fabrique du macronisme. C'est d'être en mouvement sans qu'on sache véritablement vers quoi. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, expliquait que le temps des affrontements idéologiques viendra plus tard, en 2027. Mais non, mais je pense que ces affrontements, ils sont nécessaires. C'est la volonté du macronisme, c'est de neutraliser les débats, comme s'il n'y a fait finalement que le cercle de la raison et qu'on ne prendrait pas en compte ce qui viendrait d'ailleurs. Je pense que c'est une fausse idée du débat démocratique. C'est même une perversion qui a été instillée par Emmanuel Macron dès 2017. On a besoin de débat, on a besoin de clivage, on peut s'entendre sur un certain nombre de points, mais encore faudrait-il que cette Assemblée nationale, aujourd'hui, puisse se mettre d'accord et soit en diapason avec les attentes des Français. C'est là le problème, c'est qu'on a un paysage politique qui est totalement archipélisé et on voit mal comment ce chemin mieux défini, comme l'évoquait François Bayrou, permettrait une quelconque stabilité. Gabrielle Cluzel, vous l'avez entendu tout à l'heure, Sophie Primas, qui a annoncé qu'elle n'était pas une macroniste convaincue. Alors ça, c'est vrai que c'est toujours... première heure. Oui, de la première heure, pardon. Et ça, c'est toujours étonnant, parce qu'on a eu une Elisabeth Borne qui s'étonnait d'être au ministère de l'Éducation, qui avouait que c'était pas sa spécialité. Et là, on a une porte-parole qui nous dit « Je ne suis pas une macroniste de la première heure ». Vous avez raison, on a l'impression que tout le monde est là par défaut. Un petit peu, finalement, leur acceptation est un non-refus, ils veulent bien. Moi, j'étais très choquée, je dirais, par la déclaration d'Elisabeth Borne quand elle a dit je ne suis pas une spécialiste. Pardon, mais c'est curieux comme casting. Enfin, quand vous êtes dans les ressources humaines de n'importe quelle entreprise, pas nécessairement. Mais bon, non, mais enfin là l'avouer, c'est quand même un petit peu particulier. Surtout qu'on se souvient de Gabriel Attal qui avait dit c'est la mère des batailles. C'est vraiment ce qui est vrai du reste. Notre avenir, c'est l'école, c'est l'éducation nationale. Donc tout cela est quand même un peu choquant. On a l'impression que c'est des gens qui ont bien voulu monter sur le radeau un peu par hasard et que bon an mal an ils vont se mettre d'accord sur un plus petit dénominateur commun et on voit pas très bien lequel. Alors peut-être ils vont avancer sur l'euthanasie, je sais pas, mais ça serait quand même assez emblématique quand même d'un monde en fin de vie, de tout un monde politique en fin de vie. Mais sur le reste, on ne voit pas bien en quoi Elisabeth Borne et Bruno Retailleau auraient-ils la même fermeté, par exemple en matière d'islamisme. Elisabeth Borne, on se souvient d'un certain nombre de déclarations sur le voile, etc. Elle a pas du tout la même fermeté que Bruno Retailleau. Donc tout cela, in fine, on se dit mais comment ça va pouvoir avancer ? En fait, je crois que le point central, c'est de se dire ça sera immobile, mais tant que ça flotte, tant qu'on ne coule pas, nous pourrons nous estimer heureux. C'est pas une façon de gouverner, évidemment, c'est pas une façon de gouverner. Et tout ce qu'ils obtiendront, c'est que, in fine, tous ceux qui auront participé à cet immobilisme général se seront démonétisés pour les prochaines élections. Alors je vous dis, il y a beaucoup d'espoir fondé dans le binôme Retailleau. On en parle dans quelques instants, Gabrielle Cluzel et Raphaël Steinville. De 13h à 14h, vous écoutez Stéphanie Demiru. Très bon début d'après-midi sur Europe 1. Bonne année 2025 sur votre radio préférée Europe 1.
Leclerc, bonjour. Bonjour, c'est Sophie, votre boulangère Leclerc. Ah, Sophie, les galettes des rois sont arrivées? Exactement, de délicieuses galettes à la frangipane pur beurre. Je craque. Surtout à 3,30 € la galette 6 parts de 405 grammes du 31 décembre au 5 janvier. Alors vous êtes la reine des bons plans. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 8,15 € le kilo, offre disponible dans les magasins disposant d'un rayon pâtisserie, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Stéphanie Demurus sur Europe 1, il est 13h46 et vous êtes avec vos deux chroniqueurs du jour, Stéphanie Raphaël-Sainville, directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche, et Gabrielle Cluzel, éditorialiste et rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire. Oui, on continue de parler de ce premier conseil des ministres de François Bayrou. Vous l'évoquiez il y a quelques instants, Gabrielle Cluzel, ce duo Retailleau-Darmanin. Alors avec déjà peut-être quelques petits résultats pour Gérald Darmanin qu'on a beaucoup vu sur le terrain médiatique, qui a manifestement obtenu ce qu'il voulait, une rallonge de budget. Alors on n'a pas encore le chiffre. Est-ce qu'il y a matière d'espérer sur ce tandem à l'idéologie cohérente, Raphaël-Sainville? Oui, effectivement, s'il y a une raison d'espérer, s'il faut voir une luciole d'espérance, c'est bien dans ce binôme. Effectivement, ils sont pour la première fois alignés. On a l'impression qu'ils vont dans la même direction quand jusqu'à présent on avait des binômes qui semblaient marcher dans des directions opposées. Certes, a priori, Gérald Darmanin aurait obtenu une sanctuarisation du budget de la justice, voire même une légère augmentation. Mais d'une certaine manière, c'est presque tout ce qu'il peut obtenir, et c'est d'ailleurs tout ce qu'on lui demande aujourd'hui, parce que ce n'est pas le ministre de la Justice, c'est vraiment le ministre des moyens de la justice. Il n'est pas dans la mesure, et on l'a déjà dit, parce que le paysage est éclaté, il n'est pas dans la mesure de pouvoir faire passer de manière certaine des lois qui permettraient d'aller dans le bon sens. En revanche, s'il peut obtenir des moyens supplémentaires pour la justice, c'est bien ce qu'on lui demande aujourd'hui. Et effectivement, la justice française, on l'a déjà dit, est un budget... C'est le parent pauvre de l'Europe, et donc c'est heureux qu'il soit parvenu à ses fins. On va justement écouter Gérald Darmanin sur ce budget. Je compte bien, comme ministre de la Justice, pouvoir obtenir ces crédits supplémentaires, tout en comprenant évidemment les contraintes budgétaires nationales. Nous serons raisonnables, mais nous devons augmenter ce budget du ministère de la Justice. Ce que nous voulons, c'est plus de rapidité, plus de fermeté. On ne peut pas le faire avec des moyens constants. Et donc, pour qu'il y ait plus de rapidité, plus de fermeté, il faut un peu plus de moyens. Gabrielle Cluzel, beaucoup plus de moyens. Est-ce que c'est un pari perdu d'avance quand on voit l'étendue de la tâche ? Non, mais les moyens, ça fait partie d'un tout. On peut avoir beaucoup de moyens et continuer dans l'immobilisme absolu s'il n'y a pas de volonté en matière de justice. Moi, j'avoue que dans le binôme Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, si Bruno Retailleau n'a pas changé de position, n'a pas changé de vision, je n'en dirais pas autant de Gérald Darmanin. Moi, j'avoue que par exemple, quand en tant que ministre de la Justice, il se prévaut de Robert Badinter. Écoutez, je suis quand même un peu surprise. Ou c'est un petit mot comme ça, parce qu'on sait que Robert Badinter, c'est devenu un saint laïque aujourd'hui, et donc ça fait bien de se prévaloir de Robert Badinter, ou il y croit vraiment, et là c'est plus ennuyeux. Robert Badinter, c'est celui qui a détricoté au nom de plus d'humanisme pour les criminels, pour les délinquants, pour les détenus, la justice française. Alors à une époque où ils pouvaient penser cela légitime, mais convenons qu'aujourd'hui nous n'avons pas besoin d'un garde des Sceaux qui détricote tout ce qui au contraire reste dans ce qui tient nos délinquants dans les prisons. Donc non, nous avons besoin de quelqu'un avec une infinie fermeté. Je ne suis pas du tout sûre que Gérald Darmanin là au fond des tripes, voyez. Et puis Gérald Darmanin, il faut pas oublier, Gérald Darmanin, c'est les supporters anglais, c'est Kevin et Matteo, c'est si je m'étais appelé Moussa, je n'en serais pas là. Vous savez, il envoie beaucoup de cartes postales à la gauche. Donc je pense que dans le binôme, ce sera le maillon faible. Alors premier conseil des ministres sans le chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot. Alors lui est en Syrie à la rencontre des nouvelles autorités. Alors il y est sous mandat européen, c'est important de le préciser, avec d'ailleurs son homologue allemande. Raphaël-Sainville, c'était une bonne idée d'aller en Syrie. Peut-être, voilà, lui il dit que c'est pour favoriser une transition pacifique et exigence au service des Syriens et pour la stabilité régionale. Enfin, est-ce que c'est de la naïveté ou au contraire c'est une bonne stratégie ?
Très honnêtement, c'est un mystère. Je pense que ceux qui voudraient s'avancer à considérer que le nouveau pouvoir syrien tiendra les promesses qu'il formule depuis son arrivée et la chute de Bachar el-Assad sont peut-être un peu naïfs. Moi, je pense qu'il faut être extrêmement précautionneux. D'abord, le pays est encore très instable. Il ne faut pas oublier que ceux qu'aujourd'hui on présente comme des modérés étaient des djihadistes de la pire espèce, capables des pires exactions. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent. On a raison de toute façon de vouloir engager des négociations diplomatiques et de rétablir un semblant de relation avec la Syrie. D'abord parce que il y a des chrétiens, il j'allais y venir. Il y a des chrétiens, il y a des minorités, et il faut pouvoir se montrer soucieux de ces minorités, notamment chrétiennes. Pour autant, il ne faut pas être naïf et savoir d'où ils parlent, d'où ils viennent. Est-ce que l'exemple taliban devrait nous instruire et nous appeler à beaucoup de prudence? Gabriel Cluzel, vous approuvez cette visite? C'est plutôt malin, peut-être? Je ne sais pas si c'est malin, mais j'espère que c'est pas naïf en tout cas. C'est évident. Nous en montre de beaucoup de naïveté avec ces pays-là, avec le Moyen-Orient, et peut-être une appréhension du monde façon Gulli ou façon Walt Disney. C'est-à-dire qu'il y a les bons, les méchants, les gentils, les pas beaux, et puis nous n'arrivons pas à être dans la nuance. Moi, je crains que la Syrie passe de Karim en Scylla. Ce n'est pas parce que encore une fois, Bachar el-Assad a commis moult exactions que ces djihadistes qui se sont opposés à lui sont devenus des gentils par l'opération du Saint-Esprit. Donc, vous avez raison de le dire, Raphaël. L'exemple taliban, aujourd'hui, vous savez le sort qu'il réserve aux femmes, c'est inimaginable. Aujourd'hui, elles n'ont plus le droit simplement d'avoir une fenêtre dans la salle où elles se tiennent, dans la maison où elles se tiennent, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient aperçues. Eh bien, devrait nous servir d'exemple. Maintenant, je dis pas qu'il n'aurait pas dû le faire, parce que la politique, c'est ça aussi, c'est ce qu'on appelle la réelle politique. Il faut savoir parler avec tout le monde. J'espère simplement qu'il ne fait pas montre en la matière d'une grande naïveté.